êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali, il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous parlerons des travaux de la deuxième journée secteur privé Banque mondiale, une rencontre où les acteurs de l'économie réfléchissent sur les entraves de l'amélioration du climat des affaires au Mali. Ils vont également proposer des pistes de solutions dans une synergie d'action. Le reportage à suivre dans un instant. Dans l'actualité internationale, nous parlerons de la victoire du parti de Ousmane Sonko aux législatives anticipées au Sénégal, de la révision du fichier des fonctionnaires retraités au Niger ou encore du projet de cessez-le-feu des États-Unis au Liban alors que les bombes continuent de tomber. Face aux défis climatiques et à la dégradation des sols, le Mali amorce une transition agroécologique ambitieuse visant à devenir un pilier de résilience pour les agriculteurs maliens. La transition agroécologique, c'est le sujet de la chronique environnement de ce mercredi. Les explications à suivre avec Agibou Koulibaly. L'actualité sportive est largement dominée par le football avec le début du championnat national prévu le 23 novembre prochain. La fin hier des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 où les Aigles du Mali ont assuré le spectacle en battant les Swatini 6-0. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, parlons du lancement hier au ministère de l'économie et des finances du quatrième schéma directeur national de la statistique. Ce schéma 2025-2029 s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par notre pays au cours des cycles précédents pour moderniser et renforcer notre système statistique national. Il a pour objectif d'assurer la production de données de haute qualité et de garantir leur diffusion et utilisation dans les secteurs d'activité de la société. La cérémonie de lancement était présidée par Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Le point avec Mamadou Fane. Toute action de développement fait appel à une planification. Pour éclaircir les décisions publiques et privées, il faut des informations statistiques de qualité. Le lancement officiel du processus d'élaboration du schéma directeur de la statistique 2025-2029 est une réponse aux défis de développement auxquels l'État est confronté. Aruna Sougane, directeur de l'Institut national de la statistique. Le schéma directeur de la statistique, c'est un outil de planification et de renforcement des capacités du système statistique. Donc en élaborant ce plan, depuis d'abord la phase d'élaboration, on fait un diagnostic donc, qui nous permet de pointer du doigt les insuffisances que nous avons et de proposer des solutions pour corriger ces insuffisances-là. Donc ça va nous permettre, en élaborant ce plan et en corrigeant ces insuffisances, donc ça va permettre au système de pouvoir produire des données de qualité et qui vont répondre aux besoins des utilisateurs. Le quatrième schéma directeur national de la statistique permet de bien intégrer et de coordonner les rôles clairement définis pour chaque acteur du système de développement. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Tous les 4 ans, nous réunissons les partenaires techniques et financiers, tous les partenaires des statistiques. Nous réunissons l'ensemble des ministères qui ont des cellules de planification des statistiques autour de la même table pour discuter de l'avenir donc, des statistiques. Donc il s'agit de faire le point donc, du schéma directeur, le troisième qui était passé, parce que nous allons bientôt passer au schéma 2025-2029, quel que soit le domaine dans lequel on se situe, pour avoir une meilleure décision, pour avoir une meilleure vision. Il faut partir des statistiques. Donc il est indispensable pour le système statistique non seulement de développer des informations statistiques crédibles en utilisant les meilleurs outils d'analyse, d'approche des questions, mais également pouvoir le faire dans tous les domaines, dans tous les secteurs, pour que tous les secteurs puissent être couverts. Le schéma directeur de la statistique est conçu comme un outil de transformation et de progrès pour notre pays, d'où l'appel du ministre à une plus grande participation à ce processus. Je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a présidé hier l'ouverture des travaux de la deuxième journée secteur privé Banque mondiale. Il s'agit pour les acteurs de l'économie de réfléchir sur les entraves de l'amélioration du climat des affaires au Mali
et proposer des pistes de solutions dans une synergie d'action. Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont choisi le thème développement des filières agricoles et amélioration du climat d'affaires. Le reportage de Youssouf Diakité. Il s'agit, à travers cette deuxième journée Banque mondiale secteur privé, de passer à une analyse approfondie du climat des affaires au Mali, les obstacles, les insuffisances, afin d'y apporter des propositions de solutions. Le thème choisi, disent-ils, cadre avec la vision des autorités et du secteur privé, développement des filières agricoles et amélioration du climat des affaires. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. Notre pays, avec une population de 22 millions d'habitants, majoritairement jeunes et un potentiel de 46 millions d'hectares, dont seulement 23% aménagés, l'agriculture parvient aujourd'hui tout juste à nourrir une population d'environ 15 millions d'habitants qui pourrait atteindre 24 millions en 2025. Cette projection laisse entrevoir de graves problèmes de nutrition et d'insécurité alimentaire si la situation ne s'améliore pas. La Banque mondiale dit avoir se retrouvé dans la démarche du gouvernement malien et du secteur privé. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la feuille de route pour l'évolution de la Banque mondiale qui appelle au renforcement de la synergie entre les acteurs de développement, à savoir le gouvernement, le secteur privé, les partenaires au développement, les ONG et les communautés. Une grande synergie permettra d'accélérer les progrès et d'avoir un plus grand impact sur les conditions de vie des populations. L'un des moments forts de la cérémonie a été la présentation axée sur la problématique de la promotion des filières agricoles. Sidi Danyoko, vice-président délégué du Conseil national du patronat du Mali. Il n'est pas à un classement qui n'est pas plutôt bien situé, 148e au niveau du classement mondial. Ça montre qu'à ce niveau, nous avons un grand retard et donc beaucoup d'efforts à faire. 5% des entreprises payent 90% des recettes fiscales du pays. C'est une faiblesse majeure et qu'il faut impérativement traiter et corriger si nous voulons changer la donne de notre environnement des affaires. Amadou Cheikh Traoré, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Le Mali dispose aussi de 2 200 000 hectares de terres irrigables. Comment mettre en valeur tout ce potentiel et comment faire en sorte que ce potentiel puisse prendre en compte toutes les questions transversales. Je vais parler des questions d'emploi, des questions de gestion environnementale, des questions de gouvernance au niveau des filières. C'est pourquoi au niveau du ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, donc la nouvelle vision, on doit chercher le marché et avoir un produit agricole adapté à ce marché. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle persiste qu'il est important de pérenniser des cadres de genre pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux préoccupations du secteur privé, moteur essentiel de la croissance économique. Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nos politiques ont visé à renforcer ou à remettre sur pied certaines entreprises, sociétés d'État, notamment d'unités de transformation des produits pharmaceutiques, mais aussi les 2 unités sucrières Nsukala et Sukala. Tout ceci et cela dans des filières agricoles vraiment stratégiques. Au dire des orateurs du jour, ces cadres devraient permettre de proposer des leviers et des mécanismes pour le développement des filières agricoles et le renforcement des interprofessions ou autres fêtières à prendre la mesure des défis et enjeux pour l'amélioration du climat des affaires au Mali. Ouverture de la 8e édition du diplôme universitaire drépanocytose au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. L'objectif de la formation de 2 semaines, est d'échanger et s'informer sur la maladie. Le point avec Fanta Mamatien Nyantao. La drépanocytose, considérée comme la 4e priorité au rang de santé publique, est une vraie préoccupation des autorités. C'est pour cette raison que les acteurs de la santé tiennent cette formation de 2 semaines pour franchir des pas importants dans le combat contre la drépanocytose. Professeur Aldjouma Guindo, directeur général du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Cette année, nous avons enregistré une vingtaine de participants venus de 5 pays différents
Et donc, pour nous, c'est l'occasion de faire en sorte que nous fédérions nos efforts en matière de lutte contre cette maladie qui constitue un fléau dans nos pays. Le but, c'est de donner une masse critique de praticiens compétents, capables de prendre en charge la maladie drépanocytaire. Selon le DG du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, c'est une maladie qui est incurable, qui ne se guérit pas, mais qui se soigne bien. Pour ce faire, il faut des praticiens à proximité des malades, mais bien formés, d'où l'intérêt de ce diplôme universitaire de drépanocytose. Professeur Aldiouma Guindo, directeur général du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Particulièrement aux praticiens de venir massivement participer à cette session, parce que c'est une session qui est unique dans la sous-région et donc elle donne l'opportunité de se former, d'acquérir des compétences pour agir. Et aujourd'hui, il se trouve que cette maladie elle est répandue dans tout le pays et vous savez que le système de santé est tel qu'il y a des praticiens, d'où que les malades existent, ce qui fait qu'il y a un besoin. Notons que ce diplôme universitaire offre l'opportunité à l'ensemble des médecins de la sous-région formés de doter leur pays des praticiens compétents capables de lutter efficacement contre la maladie de la drépanocytose. Direction Mopti pour parler de l'atelier organisé par l'ONG Actid qui vise à promouvoir les appuis en moyens de subsistance au bénéfice des communautés touchées par les chocs et s'assurer d'une bonne coordination entre les acteurs humanitaires. Une rencontre qui vise aussi à faire le bilan des activités menées par le mécanisme de réponse d'urgence humanitaire et de dégager des perspectives. Le point avec Boubacar Sankari. Les acteurs et partenaires humanitaires du mécanisme post-RM, réponse d'urgence humanitaire des régions de Mopti, Banyangara et Douanza, se sont donné rendez-vous pour faire le bilan de leurs activités et proposer des recommandations afin d'améliorer les interventions futures. Willy Kalanga, coordinateur national post-RM. Le post-RM, c'est un mécanisme d'urgence, de réponse d'urgence humanitaire qui a été déclenché au Mali depuis l'année passée. Et l'objectif de ce mécanisme, c'est assurer la continuité de l'assistance humanitaire auprès des personnes déplacées dans leur communauté d'accueil. Après le déplacement, il y a ce mécanisme d'urgence qui se déclenche pour les 3 premiers mois. Et après, au 4e mois de ce même déplacement, il y a maintenant le mécanisme post-RM pour assurer maintenant la continuité de l'assistance humanitaire auprès de ces mêmes communautés. Un an après la mise en place du mécanisme, les acteurs post-RM ont engagé des réflexions sur les contraintes auxquelles ils ont été confrontés, les réalisations faites, les défis à relever et dégager des perspectives. Mamadou Seydou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Selon les données de la plateforme Activity Info, 49 alertes enregistrées de janvier 2024 à nos jours dans les régions de Mopti, Badiangara et Douanza se trouvent dans la phase post-RRM, ce qui rend les interventions post-RRM essentielles. Au terme de la rencontre, les participants ont recommandé de s'assurer que tous les acteurs humanitaires intervenant dans la zone s'inscrivent dans la dynamique de travailler en coordination afin de minimiser les gaps et la duplication d'assistance post-RM, de promouvoir les appuis en moyens de subsistance et d'actions de relèvement précoce tels que les AGR afin d'assurer l'autonomisation et la transition vers la résilience des communautés touchées par les chocs tout en intégrant les vulnérabilités des communautés d'accueil. Mopti, Boubacar Sankare et Djakalia Traoré pour l'heure. À présent, l'actualité hors de nos frontières, tout d'abord au Sénégal où les résultats officiels des élections législatives ont confirmé hier la victoire du PASTEF. Le PASTEF a raflé 40 des 46 départements du pays, en plus de 7 circonscriptions sur les 8 que compte la diaspora. Le parti politique de l'ancien président Macky Sall a récupéré la 2e place des 10 élections. Le Niger revoit le fichier des retraités de la fonction publique. Un comité a été mis en place en juin 2024 afin de contrôler les opérations de paiement des pensions. Ces contrôles ont eu lieu sur les 2 mois qui ont suivi en juillet et en août dernier selon la direction du Trésor et de la comptabilité publique. Plus de 3000 cas d'irrégularité ont été identifiés et rayés de ce fichier.
Et un médecin a affirmé aujourd'hui la mort de 40 personnes par balle au Soudan. C'était lors d'une attaque des paramilitaires des forces de soutien rapide dans le centre du pays. Les forces de soutien rapide ont commencé à attaquer depuis hier soir l'État d'Al Jazeera. Le gouvernement ougandais a annoncé aujourd'hui enquêter sur la situation de l'opposant historique Kizza Besigye. C'est suite au kidnapping de ce dernier au Kenya et transféré dans une prison militaire ougandaise. Sa disparition a été annoncée par son épouse. Elle a demandé au gouvernement sur X de libérer immédiatement son mari. Au Liban, 4 soldats de l'ONU ont été blessés hier par un tir de roquette sur la faction ghanéenne de la FUNUL dans le sud du pays. Selon un communiqué, la force de maintien de paix a indiqué qu'une autre de ses bases a été endommagée par des tirs quand une patrouille était prise pour cible. La même source ajoute que 5 roquettes ont endommagé le quartier général du secteur ouest de la FUNUL. Les attaques se multiplient au Liban où la demande de cesser le feu de l'ambassadrice américaine Lisa Johnson est sur la table du gouvernement de Beyrouth. On termine avec le Brésil où le président brésilien Lula da Silva a officiellement clôturé hier le sommet du groupe des 20, le G20, en remettant le flambeau de la présidence au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour l'Afrique du Sud, cette présidence représente une occasion unique de mettre en avant les priorités du continent sur la scène internationale. Mali Actualité à 13h passées de 15 minutes à présent. L'actualité sportive de cette édition. L'actualité sportive est largement dominée par le football. Tout d'abord, le championnat national professionnel, une première dans notre pays, dans notre paysage footballistique, démarre le 23 novembre prochain sur la ligne de départ. Il y aura 14 clubs. Fin hier sur le continent des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 à l'issue de la 6e et dernière journée. Hier au stade du 26 mars, les Aigles du Mali, déjà qualifiés depuis la 5e journée, ont assuré le spectacle en battant Eswatini 6-0. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Les Aigles du Mali terminent en beauté les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Opposés hier à l'équipe d'Eswatini au stade du 26 mars, au compte de la 6e et dernière journée, les Aigles du Mali déjà qualifiés se sont largement imposés 6-0. Les buts maliens ont été inscrits par El Bilal Touré, Kamouri Doumbia, Mamadou Doumbia et un triplé de Nene Bitra d'Orgeles. L'équipe nationale enregistre ainsi un bilan satisfaisant au terme de ces éliminatoires. Bon début donc du sélectionneur Tom Saint-Fit. C'est une qualification de tous les Maliens qui est nous, qui sont derrière nous. Et on a préparé l'équipe. On veut donner une très bonne performance. Et je suis très fier de mon équipe. C'est une équipe, c'est fantastique. Prochaine échéance pour les Aigles, la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. L'autre match de la 6e journée du groupe du Mali a vu la victoire en déplacement du Mozambique 2-1 face à la Guinée-Bissau. Ainsi, le Mali et l'Embabas du Mozambique se qualifient pour la CAN. Les 22 autres nations qualifiées sont le Maroc pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria, le Zimbabwe, la Zambie, les Comores, le Soudan, le Bénin, la Tanzanie et le Botswana. C'est dire que le plateau de la phase finale de la CAN au Maroc sera relevé avec presque la présence de toutes les grandes nations du football continental. En revanche, deux surprises sont à noter à l'issue de ces éliminatoires. Il s'agit de la non-qualification du Ghana et de la Guinée-Conakry. Au plan national, le championnat professionnel Ligue 1 débute à partir de ce week-end avec la première journée. Samedi au stade Salif Keita de Kati à 16h, Afé jouera contre Étoile du Mandé. Au stade Maodo Konaté à 16h, l'AS Bakaridjan sera face au FC Diarra. Juste après cette rencontre, il y aura Association sportive de Korofina 11 créateurs. Suite de cette première journée dimanche 24 novembre au stade Mamadou Konaté. À 16h, il y aura AS Real Isfasa et à 18h,
Binga FC jouera contre l'US Bougouba. Les rencontres du Luba Athletic Club US Bougouni et AS Police Stade Malien de Bamako ont été reportées puisque les Rouges de Bamako et les Blancs de Bamako vont jouer en compétition interclub dans quelques jours. Le Djoliba AC qui va chez l'Espérance de Tunis lors de la première journée de la Ligue des Champions. Le Stade Malien, lui, reçoit Stellenbosch d'Afrique du Sud lors de la première journée de la Coupe de la Confédération. Chronique de l'environnement. Face aux défis climatiques et à la dégradation des sols, le Mali amorce une transition agroécologique ambitieuse entre pratiques durables, innovation et engagement communautaire. Cette démarche pourrait devenir un pilier de résilience pour les agriculteurs maliens. Dans la chronique environnement d'aujourd'hui, nous parlons des initiatives en cours et les perspectives. C'est une réalisation de Aguebou Koulibaly. L'agroécologie n'est plus une simple alternative agricole au Mali, mais une nécessité pour garantir la sécurité alimentaire et préserver nos écosystèmes. Cette approche, qui conjugue savoir traditionnel et innovation moderne, vise à produire de manière durable tout en renforçant la biodiversité et en réduisant la dépendance aux intrants chimiques. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Force Center Nieta. Nos ancêtres comprenaient que la richesse de la nature est un trésor à préserver, non un simple capital à exploiter. Aujourd'hui, alors que le monde découvre ces pratiques sous le terme d'agroécologie, il est de notre devoir de rappeler que nous avons toujours eu les clés de cette sagesse. Les efforts nationaux sont appuyés par des structures comme Mali Force Center Nieta, une organisation pionnière dans la promotion des énergies renouvelables et des pratiques durables. Aujourd'hui, il est temps de réinventer notre agriculture. Pas en rejetant ce qui vient d'ailleurs, mais en construisant un modèle propre à l'Afrique. Un modèle qui s'appuie sur nos forces, notre résilience et nos ressources abondantes. Cependant, les défis restent nombreux. Accès limité au financement, faible mécanisation et manque de politique publique spécifique. Les avancées enregistrées dans certaines zones pilotes démontrent que la transition agroécologique est possible au Mali avec un engagement collectif et un accompagnement politique renforcé. Yacouba Suleiman Maïga, directeur national de l'agriculture. L'agroécologie est une des priorités même du président de la transition qui a recommandé afin de pouvoir bénéficier par les exploitants et exploitantes agricoles d'une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Alors que les effets des changements climatiques s'aggravent, l'agroécologie se profile comme un levier essentiel pour un avenir agricole résilient au Mali. Au-delà des techniques, cette démarche incarne une philosophie de respect de la terre et des hommes. L'espoir est là, porté par des acteurs visionnaires et des communautés déterminées à s'aimer les graines d'un développement durable. À nous tous de cultiver cet espoir. Vous pouvez réécouter cette édition sur nos différentes plateformes numériques grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal, une présentation de Bemba Sibi, mise en onde par Alima Ouattara. Adam Maïga a assuré la réalisation. Grand merci à Ousmane Daou qui a coordonné cette édition. Tout de suite, Kanin Keita sera là pour les avis communiqués. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est à 19h30 avec Moïse Traoré. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.